J'en lis beaucoup, j'ai fait partie d'ateliers de poésie, il y en a qui se foutent de ma gueule à côté. C'est un poulet, parce que le siècle des Lumières... C'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo vraiment parce que je viens de refaire mes couleurs et qu'elles sont toutes super belles. Donc voilà, c'est une raison suffisante, je pense, pour pouvoir faire cet avis lecture qui attend depuis si longtemps. Et j'ai beaucoup de travail, donc il est fort probable que je split cette vidéo en deux. On va voir au montage, n'est-ce pas? Donc, j'ai lu entre mi-mars et mi-fin avril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 livres. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. On va voir comment je réussis à tout caler dans cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai commencé par lire... Alors, voici la pile, hein. Je déplace les bouquins de la pile. J'ai commencé par lire Le Trône de Jasmin de Tasha Suri, qui est sorti aux éditions Hachette Heroes, dans le rayon de l'imaginaire, que j'ai beaucoup aimé. C'est quoi l'histoire, déjà? L'histoire, c'est qu'on suit Priya, qui est du coup une jeune femme dans un royaume qui ressemble à un royaume hindou, en fait, indien, et qui a des espèces de réminiscences du passé, des espèces de souvenirs de pouvoir, on sait pas trop ce que c'est, et elle est servante dans le palais de Ahirania. C'est le nom du pays dans lequel elle travaille. Son pays, en fait, il a été asservi par le Parijat, et ils sont donc un peu tous... ils se sont fait coloniser, pardon. Ils se sont fait coloniser et il y a une espèce de révolte qui menace. Et on va voir un petit peu en quoi Priya, elle va jouer un rôle dans cette révolte. Et parallèle à ça, on va suivre Malini, qui est donc la princesse impériale du Parijat, qui a, on l'apprend dès le début, qui a failli à son devoir de princesse. Elle a refusé la mort sur le bûcher alors qu'elle devait y aller. Et donc elle est envoyée dans un temple à Irani pour faire sa purge, entre guillemets, être prisonnière. Évidemment, elle va rencontrer Priya, il va se nouer quelque chose qui est beaucoup plus qu'une romance. Il y a un fond de romance, évidemment, mais on est sur vraiment une grosse intrigue politique avec beaucoup de conceptions géopolitiques hindoues. Et en parallèle de toute cette histoire-là, de complot géopolitique, etc., le royaume d'Airania est gangréné par ce qu'ils appellent la pourriture. C'est en fait des végétaux qui viennent coloniser les corps des êtres humains. Et donc il faut trouver un moyen de lutter contre cette pourriture. Donc c'est très dense, il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé cette lecture, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Le fait que je sois pas très au fait de la culture hindoue et de la mythologie hindouiste, bouddhiste, etc., ou même l'histoire des pays indiens ou de la colonisation en Inde, fait que probablement ça m'a un peu heurtée au début parce que je comprenais très peu de quoi on parlait. Puis j'ai appris à comprendre en suivant les points de vue des différents personnages et ça a fini par rentrer dans l'ordre, mais je dirais les 100 premières pages sur un tome qui en fait un peu plus de 700 je crois, de mémoire. J'ai eu un peu de mal, mais une fois que j'étais dedans, j'étais vraiment très accrochée. Sur Babelio, j'ai mis 4 étoiles sur 5 justement à cause de ça, parce que j'ai trouvé qu'on nous balançait trop d'infos d'un coup, et moi j'arrivais plus à suivre, j'étais perdue. Voilà, mais par contre sinon, l'histoire, une fois qu'on est dedans, et comme moi j'adore les trucs de très high fantasy, géopolitique, complot de cour, et j'aime bien la romance aussi, bah ça y est, je le dis. Dès que j'étais accrochée dans le bouquin, c'est parti quoi, je l'ai lu d'une traite... en très peu de temps, malgré la pavasse que c'est, hein. Il a un très beau jaspage, mais c'est une grosse brique, hein. On est sur une lecture qui m'a pris beaucoup de temps.
Voilà, donc ça c'est pour mon avis sur le trône de Jasmin. Après le trône de Jasmin, j'ai fait une lecture. C'est un peu une blague. Je vais vous la montrer quand même. C'est un livre qui s'appelle Pour l'amour d'un roi. Et en fait, c'est un livre que j'ai coécrit avec 13 autres auteurs quand j'étais en 3e. Et je l'ai relu par nostalgie, voilà. Ça parle de quoi? C'est un roi qui est hanté par le fantôme de sa femme. C'est un conte. Et il va devoir trouver un moyen de délivrer le fantôme de sa femme décédée. Voilà. C'est mignon. C'est de la nostalgie, c'est absolument impossible que vous vous le procuriez parce qu'il a été imprimé en un nombre d'exemplaires réduit, mais il est fort probable, si j'ai la motive un jour, que je fasse une vidéo où je le lis. Voilà. Après, j'ai lu, parce qu'il faut bien être un peu dans la hype booktube, booktok, tout ça, les mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Et alors là, je m'en doutais, hein, je le savais, mais quel coup de cœur! J'ai adoré cette lecture, c'est doux, c'est cocooning. On a une très belle histoire sur Alzheimer. Alors je sais pas si je vous fais l'affront de vous résumer les mémoires de la forêt, tout le monde vous l'a déjà fait 150 milliards de fois. C'est paru à l'école des loisirs. On est dans la forêt de Belle-Écorce et Maître Renard tient une librairie et Ferdinand Taupe recherche ses mémoires qu'il avait données à la librairie du temps où Maître Renard n'était qu'un renardeau et que c'était son père qui tenait la librairie. Maître Renard va se retrouver à accompagner Ferdinand Taupe parce que Ferdinand Taupe perd la mémoire et il a donc besoin de se souvenir de sa vie pour retrouver quelqu'un, quelque chose. Vous allez voir en le lisant. C'est très doux, j'ai adoré. Les illustrations sont très belles. Ça ajoute un vrai cachet. Alors attendez, je vous en trouve une. Voilà, par exemple. Ça ajoute un vrai plus à l'histoire. Tout est adorable. Et qu'est-ce que... J'ai ri et j'ai pleuré. Qu'est-ce que c'était beau, quoi. J'ai pas grand-chose de plus à dire que ce qui a été dit et redit sur toute la sphère booktube, booktok, mais une vraie belle lecture. Et j'ai la suite dans ma pile à lire. Je vais lire la suite, c'est une évidence. Je vais les espacer parce que c'est vraiment trop... Alors, trop, non. C'est vraiment très jeunesse. Et trop d'un coup, sinon je finis par saturer. Donc, je vais pas toutes les lire d'un coup. Mais en fait j'ai adoré. Illustré par Sanoé, parce qu'on ne le dit jamais, mais l'illustratrice, ici, elle fait un boulot de malade. Voilà. Lisez Les Mémoires de la Forêt. Si tout le monde vous l'a dit, c'est pas pour rien, en fait. Ça, vraiment... je rejoins tout le monde, finalement. Ensuite, après ça, j'ai une copine, coucou Mathilde, qui m'a prêté Le Magicien d'Oz de Franklin Baum. Baum, on le dit Baum ou Baum? Baum, je pense, je ne sais pas. Qui est donc un conte, hein, n'est-ce pas, qui n'a jamais entendu parler du Magicien d'Oz. On parle de Dorothy. Ils l'ont traduit Dorothée sur la 4e de couverture, mais dans le bouquin, on a bien Dorothy. Dorothy qui, du coup, sa maison est transportée par une tornade et elle se retrouve au pays d'Oz, où elle va devoir aller chercher le fameux magicien d'Oz pour pouvoir rentrer au Kansas. C'est burlesque et en même temps c'est très vivifiant, très revigorant. J'ai bien aimé cette lecture. J'avoue, c'est trop conte pour moi. J'aime les contes, mais là on est vraiment trop dans le c'est n'importe quoi, il faut l'accepter parce que c'est du conte. Et j'avoue, il y a des moments où évidemment ça m'a fait beaucoup rire, il y a des moments où bon, j'en avais un... Enfin, marre est un grand mot, mais je sens que c'est pas vraiment un style qui est fait pour moi, quoi. Ça reste un classique de la littérature anglophone. Donc USA, hein, du coup. Angleterre ou USA? Il me semble que c'est Angleterre et pas USA. Je verrai au montage à quel point je dis des bêtises. Du coup, je pense que peu importe si mon avis, finalement, il faudrait le lire parce que ça fait 150 pages. C'est un petit conte écrit pour les jeunes, c'est vraiment de la jeunesse. Lisez Le Magicien d'Oz et si vous voulez pas le lire, vous avez au moins 2 films qui existent à ce propos. Donc vous pouvez vous faire votre culture sans aucun problème. Voilà. Donc merci Vatine pour cette petite lecture. Mignonne,
qui n'a pas été un coup de cœur, mais mignonne quand même. Alors là, par contre, on passe sur un méga coup de cœur. Un méga coup de cœur. Alors, je vais parler des 2 tomes l'un à la suite de l'autre, même si je les ai espacés de quelques mangas et d'un recueil de poèmes. Les Hurlements d'automne de Laura Motingrave, tome 1 et tome 2. Tome 1, Ceux qui marchent dans la brume, et tome 2, Les enfants du chaos préfèrent danser la nuit. J'ai très hâte de lire le tome 3 parce que je suis à fond dans cette histoire. C'est de la bitlite, c'est des loups-garous, c'est... J'en ai parlé et reparlé sur cette chaîne. C'est trop bien. C'est du relié auto-édité, d'une qualité exceptionnelle, incroyablement aéré, incroyablement bien édité. C'est un boulot de dingue et l'histoire est géniale. On suit Automne, du coup, qui découvre, après s'être fait mordre, qu'elle devient petit à petit une loup-garou. Enfin, une garou, en fait. Et elle va devoir apprendre à maîtriser son pouvoir et être prise sous l'aile d'un alpha, ou au moins de l'alpha de la meute, et peut-être même de la meute en entier, on verra. Et il y a une petite histoire d'amour derrière. Et il y a des histoires un peu glauques. Il y a un peu d'horrifique hein, là-dedans. Il y a des scènes où on fait « parce que c'est très graphique. Mais j'adore, j'ai adoré, c'est un coup de cœur absolu, j'ai très hâte de lire la suite. Je suis hyper heureuse d'avoir rencontré cette autrice en convention. Allez jeter un œil si vous voulez soutenir les auteurs auto-édités, que vous aimez la bitlite, que vous aimez les garous, que vous aimez les trucs un peu horrifiques. Go! Et en tout cas le surnaturel, parce qu'il n'y a pas que des garous. Il y a plein d'autres éléments surnaturels en plus des loups-garous. Voilà. Enfin des garous, pardon. Ensuite, après les Hurlements d'automne, j'ai lu quelques mangas. J'ai commencé par lire L'Atelier des sorciers qui m'a été offert par mon chéri, tome 1, 2, 3. Pourquoi il me les a offerts? Parce que j'ai vu le tome 9, je crois, en édition collector avec un super beau puzzle. J'avais très envie de l'acheter alors que j'avais pas lu le reste. Du coup, mon chéri, plein de bon sens, m'a dit « Mais lis le début d'abord !» Du coup, il m'a offert le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Il est évident que je vais lire la suite. J'ai adoré cette lecture. C'est trop mignon. Je suis très fan de la protagoniste. Je me souviens plus de son prénom, mais il rigole. Mais c'est trop mimes ce qui se passe sur l'histoire d'une jeune fille qui découvre que en fait n'importe qui peut devenir sorcier, alors que normalement on pensait que seuls les magiciens pouvaient vraiment faire de la magie. Et du coup elle va être prise sous l'aile d'un mage et va devoir apprendre à se servir de la magie. Et il leur arrive plein de péripéties, vous imaginez bien. C'est 3 tomes de manga, on en est au début de la série, si je dis pas de bêtises, donc il y a moyen qu'il se passe plein de trucs. C'est trop bien, c'est cocooning, c'est doux, c'est à lire pour tout le monde. Il y a vraiment, j'ai eu des échos masculins, féminins, autres. Tous m'ont dit, alors merci le soleil qui arrive, je vais avoir une tête blanche et blafarde. Tous m'ont dit que c'était vraiment génial et je ne peux que les rejoindre. Je suis très fan et en plus les dessins sont magnifiques. Je vous montre un petit peu les couvertures, à quoi elles ressemblent. Je les trouve vraiment très belles et c'est très doux. Et c'est plein de magie et c'est plein de sorciers et de la sorcellerie et c'est trop cool. Voilà. Après avoir lu l'Atelier des sorciers offert par mon cher et tendre, j'ai lu les tomes 4 et 5 de Blue Flag. Je suis moins sur un coup de cœur avec Blue Flag qu'avec l'Atelier des sorciers. J'aime bien, c'est de la romance, il y a une histoire de triangle amoureux, c'est mignon. Oui, c'est mignon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est assez bien écrit, assez bien développé. Les personnages sont un peu typiques dans les shoujo, mais ça fait du bien à l'âme, quoi. Voilà. Donc c'est les tomes 4 et 5, j'avais déjà parlé des tomes 1, 2, 3 que j'ai lu en 2023. J'ai la suite et fin de la saga, je vais la lire. Peut-être pas tout de suite, mais je vais la lire, c'est une évidence. Bah déjà je l'ai, donc autant finir la saga. Et puis de toute façon, j'ai bien aimé, alors pourquoi s'arrêter là? Et peut-être que je suis assez rapide pour ne pas avoir besoin d'en faire 2 vidéos. Après ça, j'ai lu Christin Bobin, Le Muguet Rouge, qui est un recueil de poésie en prose.
que j'ai acheté parce que j'étais intriguée, parce que c'était le prix Goncourt de la poésie 2023, et je me suis dit, parfaisons, oui, c'est ça le mot? Je ne sais plus. Il faut parfaire ma culture, voilà. Mimi, parfait ta culture. J'ai eu un super du chéri à côté. Il faut parfaire ta culture, lis le prix Goncourt, ça ne peut que, au moins, t'éclairer sur ces plumes-là. Il s'avère que ce que j'en pense, c'est que c'est très empoulé pour pas grand chose, même pour de la poésie. Je suis très fan de poésie, comme vous le savez déjà, j'en écris beaucoup, j'en lis beaucoup, j'ai fait partie d'ateliers de poésie, il y en a qui se foutent de ma gueule à côté. C'est empoulé parce que le siècle des Lumières. Ça va être le début de la vidéo. Ah, merde. Bref, c'est un peu trop empoulé pour moi, mais il y a des parties de texte qui m'ont beaucoup touchée quand même. Donc, si vous êtes sensible à la poésie, ça vaut toujours le coup de se pencher sur un prix Goncourt, hein, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça veut se donner un air très académique à des moments où c'est pas forcément nécessaire, et des mots plus simples auraient fait mieux le taf, je pense. Mais bon, je suis quand même contente de l'avoir lu et acheté. Il est fort probable qu'il finisse en boîte à livres, cependant. Ah oui. Ensuite, j'ai lu un graphique qui s'appelle La couleur des choses, que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai emprunté à une amie quand j'étais chez elle. Vatine, Yume, si vous êtes là, je vous fais plein de bisous. Mais vous ne serez pas là puisque vous regardez pas mes vidéos. Bref, La couleur des choses de Martin Panchaud. Je regarde à côté parce que j'ai mis mes notes. De Martin Panchaud, en fait, ça parle de quoi? C'est un jeune garçon un petit peu bouboule qui se fait un peu bully dans son quartier. Et petit à petit, il va vivre une espèce de descente aux enfers, mais macabre. C'est une surenchère d'horreur. Et la particularité de ce bouquin, c'est que c'est minimaliste. C'est un graphique, mais tout est dessiné par des petits pions. Et donc, on a, dès le début, en fait, on comprend le principe du bouquin. Dès le début, je suis un peu déçue de ne pas vous l'avoir pour vous le montrer, mais bon, tant pis. Le petit rond qui dit « ça c'est Bobby », je sais plus comment il s'appelle, « ça c'est Bobby », un autre petit rond d'une autre couleur, « ça c'est la mère de Bobby », un autre petit rond d'une autre couleur, « ça c'est le gâteau que doit emmener Bobby chez Monsieur Machin ». Et en fait, tout le principe de livre est fait là-dessus. C'est très minimaliste et ça fonctionne parfaitement bien. Et j'ai été intriguée par la façon dont c'était fait, et je ne regrette pas du tout parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est très horrifique. On a vraiment une surenchère d'horreur et de trucs horribles qui se passent pour ce gamin, et pauvre gosse quoi, mais mais quel kiff de lecture, j'ai adoré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un peu bizarre. Et bonus pour la fin, je ne vais pas spoil parce que je vous invite grandement à le lire. Ça a beau faire 300 pages et quelques, c'est du graphique qui se lit en 1 heure. Bonus pour la fin, que j'ai beaucoup aimé. Et je n'en dirai pas plus, sinon je risque de spoil. Après ça, j'ai lu, encore prêté par Vatine, là en l'occurrence prêté par Lutin. Coucou Lutin. J'ai lu Coraline de Neil Gaiman. Je vous avais dit que j'avais envie de le lire et c'est chose faite. Et je ne regrette pas mon envie de lire Coraline, j'ai adoré. Encore une fois, ambiance glauque, un peu macabre. Qu'est-ce que c'était cool. Je me souviens un petit peu du dessin animé, donc j'avais les scènes du dessin animé en lisant le bouquin. Ça se lit très vite en fait, je savais pas, mais il fait que 150 pages. Donc c'est vraiment un tout petit bouquin, tout petit livre. Lisez-le, je suis sûre que ça va rentrer dans les classiques, c'est vraiment trop cool. C'est l'histoire de quoi, Coraline? C'est l'histoire de Coraline qui emménage dans une nouvelle maison, qui découvre une porte qui donne sur des briques, et mystère, un jour, il se trouve que ça ne donne plus sur des briques, mais ça donne sur une autre maison identique à la sienne, mais un peu différente, et tous les gens de sa maison à elle, ses parents et ses voisins qui n'ont pas le temps de s'occuper d'elle dans son monde, en fait, là, dans le monde alternatif, tout le monde est vraiment merveilleux et très gentil avec elle. Mais qu'est-ce que ça cache? Ha 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 ha. De toute façon, vous-même, vous avez vu le film. Qui n'a pas vu Coraline, ou qui n'a pas lu Coraline, ou qui ne connaît pas le pitch de Coraline?
Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré cette lecture. Ça se lit en 2 secondes, vraiment ça se lit en 1 heure, c'est trop cool. Et je suis très contente d'avoir découvert un peu plus de Neil Gaiman et je suis vraiment pas du tout étonnée d'avoir adoré Coraline comme j'avais adoré, mais genre plus Neverwhere l'année dernière. Continuons, j'arrive à être assez efficace je trouve. Ensuite j'ai lu Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, qui est donc l'histoire de Jean, un médecin de famille, qui nous raconte les patients qu'il voit. C'est très aéré, c'est tranche de vie, c'est génial, c'est doux, c'est fort, c'est triste, c'est à la fois immensément mélancolique et tellement doux. Et j'ai adoré, j'adore la plume de Baptiste Beaulieu, c'est le 2e roman de sa part que je lis et le 2e que je trouve génial. Je vais continuer à découvrir sa plume hein, parce qu'il n'en a pas fait que 2. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est tellement poétique, c'est tellement doux, c'est de la tranche de vie. Et en fait l'histoire c'est que Jean, qui est donc médecin généraliste, gay, c'est important parce qu'il le dit plusieurs fois dans le bouquin, à force de voir des horreurs dans son boulot, n'arrive plus à pleurer et donc il cherche tous les moyens possibles en se remémorant plein d'histoires de son taf, une façon de pleurer. Et moi j'ai pleuré, donc voilà. Mais j'ai pleuré de douceur, de joie, de tristesse, j'ai pleuré de tout en fait. J'ai lâché les émotions, c'est hyper émouvant, voilà. Et si vous êtes une petite fleur bleue comme moi, ou un rainbow dash comme moi, là, comme aujourd'hui là, je vous le conseille très très vivement, voilà. Et en plus je trouve que la couverture est très belle et toute smooth parce que les pétales elles sont en relief. Ils sont en relief. Après ça, j'ai lu David, les femmes et la mort de Judith Van Nystendale, qui est donc un roman graphique, je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, qui parle de David, sa femme et ses 2 filles, qui vont accompagner en fait David jusqu'à sa fin de vie parce qu'on lui diagnostique un cancer et son état se dégrade. Et on suit du coup les 3 personnages féminins les plus importants et comment elles vivent le deuil. Ça a été une lecture que j'ai bien aimée, mais le style graphique m'a parfois sorti du bouquin parce que c'est vraiment pas le genre de style de dessin que j'ai l'habitude de lire ou de voir. Et parfois j'arrivais plus à être dans l'émotion parce que j'étais trop concentrée sur les dessins, sur la façon dont c'était véhiculé comme message si vous voulez. Et autant je trouve que l'histoire était vraiment très belle, que le parti pris de faire beaucoup de silence dans le dessin était vraiment magique. Mais effectivement les traits, moi, m'ont pas trop plu. Donc du coup j'ai probablement moins réussi à apprécier le bouquin que quelqu'un qui est sensible à ce style de dessin très, très simple. Et un peu Max et Lily dans l'idée, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Ensuite j'ai lu, je vais vous cacher une partie de la couverture. Nouvelles amours de Julie de Sousa et poésie de Juliette Braviliero. Julie de Sousa c'est une amie à moi qui est photographe et qui est spécialisée dans la photo sensuelle dans les couples différents du modèle consensuel si vous voulez. Donc les couples polyamoureux, les couples libres, les couples ouverts, le libertinage, l'échangisme, etc., etc. Même s'il y a plein de termes en fait qui sont désuets ou plus trop utilisés. J'ai adoré, alors déjà moi je suis très sensible à sa photo, je la trouve très vraie. Je suis assez sensible au sujet aussi du bouquin. Et la poésie de Juliette Braviliero était tellement douce et tellement belle et m'a tellement permis de rentrer dans les images entre guillemets. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Si c'est un sujet qui peut vous être
je sais pas, sensible ou familier, n'hésitez pas, c'est de la curiosité, c'est de la photo, hein, c'est avant tout un album photo avant d'être un album de poésie. Moi en tout cas j'ai été transportée par les images et puis voilà, et que dire de plus? Rien de plus finalement. Et enfin j'ai fait la relecture de mon livre, mais ça vous le savez déjà puisque j'ai déjà sorti une vidéo qui en parle. Il me semble que j'ai fait le tour et j'ai réussi à faire le tour de 16 bouquins en moins de 30 minutes. Je suis très fière de moi. Envoyez-moi des fleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter à toutes et tous de très belles lectures, de magnifiques cheveux pleins de couleurs, d'être heureux comme vous êtes, d'être ce que vous êtes, de vivre votre vie finalement. Ciao!